Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 2 août 2023. Aujourd'hui, on va parler de Curve, on va parler de l'importance de ce qui est en train de se passer au niveau de Curve sur la finance décentralisée, mais surtout sur réellement ce qui est en train de se passer au niveau de la finance décentralisée, qui ressort, on le savait tous déjà depuis un certain temps, mais ça ressort très fortement avec justement le risque qui est en train de se passer au niveau du CRV, et on va se rendre compte que la décentralisation de cette finance, qui est censée être purement décentralisée, n'est pas si décentralisée que ça, et l'impact est relativement grand. Ensuite, on ira faire un tour sur les cours dans lesquels on a une grosse accélération du BTC, on va expliquer pourquoi, comment, et comment se préparer, est-ce que oui ou non c'est un retournement? La réponse est tout de suite. Je vais pas revenir sur l'incident Curve, juste qu'il y a eu un gros hack qui s'est effectué. Cette plateforme, elle est importante dans la finance décentralisée, étant donné que ça fait partie des moteurs structurels de la finance décentralisée dans lequel elle fournit de la liquidité à tous les autres protocoles qui sont construits par-dessus. Elle n'est pas la seule, mais ça fait partie des plus grosses. Et surtout, ça faisait partie des plus grosses qui n'avaient pas été hack, en tout cas, pas hack à ce point-là. Là, on parle de quelque chose qui est relativement fort, avec plus de 24 millions de dollars qui ont été volés grâce à l'intervention de hackers white hat qui ont permis justement de limiter les dégâts, mais ça reste quand même juste colossal. Par contre, derrière, on a une autre problématique. On a un CRV qui va être certainement liquidé. En tout cas, c'est le risque, tout le monde en parle de cette façon-là. On a un très beau thread que j'ai partagé d'ailleurs sur mon Twitter, dans lequel on nous explique, Lilian a très bien fait cette démarche, sur le risque qui se passe, exactement ce qui est en train de se passer, avec quand même une position à plus de 200 millions de dollars, qui pourrait être liquidée qui est collatéralisée par 400 millions de CRV. Donc ça ferait une vente de 400 millions de CRV qui représente 45% de la totalité de la supply. Et là, on se pose des questions. On se pose fortement des questions sur la notion de décentralisation. Quand on voit qu'on est à 45% de la max supply de CRV qui est dans les mains d'une seule personne, à savoir que le CRV détermine beaucoup de choses, détermine par exemple l'incentive qui va être effectué sur une pool de liquidité, donc le fait que oui ou non il y aura de la liquidité sur cette pool, sur globalement tout ce qui est construit par-dessus, c'est-à-dire c'est pas pour rien que depuis longtemps on a cette notion de CRV War, de Curve War qui existe, où justement les différents gros acteurs qui ont leur propre token veulent avoir de la liquidité, pour ça ils vont acheter du CRV pour pouvoir voter justement quelle est la pool qui aura la liquidité et qui est leur pool, ce n'est pas pour rien, et là on se dit, oui d'accord, mais ce n'est pas que des gros acteurs, et justement le risque il va encore plus loin, c'est-à-dire comment on peut liquider une position qui fait 45% de la max supply. Globalement, c'est une position qui est inliquidable. Et ça, c'est très très important de le retenir, ça veut dire que actuellement, il n'est pas possible de pouvoir vendre la totalité de ces CRV sans rendre le CRV à zéro quasiment. Il n'y aura personne pour racheter en fait cette chute, et ce sera une chute qui sera drastique parce que le CRV sert aussi à collatéraliser d'autres cryptos, et donc derrière on va se retrouver avec un cycle plutôt classique de propagation d'une liquidation. Alors là, on va juste prendre un petit peu de recul parce que ce n'est pas le cas. Clairement, il y a une action qui est en train d'être effectuée. Il y a des actions qui sont même en train d'être effectuées par justement le détenteur de tous ces CRV, et il faut pas le cacher, c'est justement le créateur de Curve, dans lequel on a aussi des ETC qui sont en train de se faire, donc over the counter, sous-entendu des ventes qui se font de la main à la main pour limiter l'impact du prix des ventes. Donc ça veut dire qu'on ne le rentre pas sur un marché et on vend à la personne directement sous forme de transfert. Et on voit qu'on a toutes ces adresses qui ont acheté directement du CRV auprès du détenteur de façon à ce qu'il puisse repayer sa dette. Alors très important, ça sous-entend que la personne détient majoritairement sa valeur en CRV. Sans vous rappeler notre bon ami FTX, mais on est encore dans autre chose, parce qu'on est censé être dans une forme décentralisée. On n'oublie pas la notion de décentralisation. Mais ceci étant dit, on a ici l'exemple classique d'une Curve War, donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train de récupérer des CRV, parce que dans tous les cas, Curve restera un des centres névralgiques de la finance décentralisée, qui permettra principalement d'avoir la liquidité, et cette liquidité, elle est essentielle pour le prochain block, ou même tout simplement pour le fonctionnement de la finance décentralisée classique. Alors, c'est juste pour prendre un petit peu de recul sur ce qu'on considère comme décentralisé, qui n'est pas forcément, sans forcément en avoir totalement conscience, et dans lequel on a toujours un gros impact qui pourrait arriver de cette façon-là. Il suffit qu'il y ait une position de ce style-là qui se fasse liquider pour justement que le château de cartes s'effondre, et c'est un risque systémique
que l'on a au niveau de la finance décentralisée et qu'il faut faire très attention. Justement, cette notion de résilience, on va mettre du temps à arriver dans cette décentralisation. Il faut déjà que les acteurs souhaitent se décentraliser. Le bon exemple serait Aave, dans lequel on a bien eu une volonté de décentralisation, une décentralisation qui est plutôt réussie, qui n'est pas encore terminée à mon avis, mais qui est en train de se diriger vers la bonne voie. Est-ce que Curve ira sur cette voie-là? Je ne pense pas. En tout cas, c'est pas la volonté qui a été donnée, et je pense que ça arrivera que très tardivement, si jamais ça se fait, mais ça va être essentiel pour offrir de la résilience. Sinon, la finance décentralisée n'est juste qu'une nouvelle forme de finance traditionnelle, sauf qu'au lieu d'appeler banque, on appellera Curve, on appellera Aave, qui sont les centres de liquidité. Alors, ceci étant dit, on a une très bonne nouvelle de Consensus, donc qui est le créateur de MetaMask, entre autres, qui nous propose un ensemble d'outils qui sont automatisés pour aller contrôler les smart contracts. Globalement, c'est très bien, ça permet aux développeurs d'aller vérifier très facilement les vulnérabilités de leurs smart contracts sans devoir justement construire toute une série de tests qui est très lourd et qui coûte quand même beaucoup, que ce soit en temps ou en infrastructure, et ça permet de pouvoir derrière, mais en même temps contrôler. Et c'est pareil, c'est quelque chose aussi qui est accessible a priori à tout le monde et qui permet d'aller contrôler si oui ou non les smart contracts dans lesquels on est en train d'interagir sont défaillants ou s'il y a des risques, et ça c'est une très bonne démarche. Je vous ai expliqué justement hier que c'était important dans la finance centralisée de se concentrer maintenant sur la sécurité. Là ça commence à faire beaucoup, on est quasiment à 2 ans où on a des hacks continuellement, il va falloir qu'on trouve une solution, et ça peut être une des étapes pour aller vers cette solution. Je pense que ce n'est pas suffisant, je pense qu'il faut aller encore plus loin, et ça va être à suivre les différentes évolutions, et je pense qu'il y a vraiment un marché aussi à prendre de ce côté-là, bien que c'est un marché qui va être très compliqué. Alors, autre nouvelle, et on terminera sur les nouvelles crypto dessus, Litecoin, on n'oublie pas qu'on a le halving qui arrive dans 10 heures, donc ça va arriver très vite. Est-ce qu'il va avoir un impact au niveau du LTC? Je vous avais déjà fait une vidéo dessus pour vous expliquer que généralement le LTC, on a une valorisation avant le halving, puis après on a une forme de vente de la nouvelle avant d'avoir une cassure baissière. Quelque chose qui est plutôt habituel, on va prendre un petit peu de recul dessus. Au niveau des nouvelles aujourd'hui, on va se remettre sur la semaine, vous allez voir que on a eu déjà hier le PMI qui était plutôt en dessous, un petit peu en dessous, qui n'était pas forcément positif. On a le report Jolt qui est aussi un petit peu en dessous, donc ça reste le report Jolt qui est plutôt cohérent, c'est-à-dire que ça soutient une économie qui se stabilise, et au niveau du PMI, ça veut dire que par contre, on a bien une diminution effective, bien que petite, mais une diminution quand même effective, surtout qu'on n'est pas repassé au niveau des 50, de la demande réelle, donc sur le mois de juillet. Ensuite, on va attaquer, aujourd'hui, on a la création d'emplois agricoles, donc juillet, pareil, il faut les tenir, les 189, ça va être très important, je pense qu'on risque d'être en dessous, encore une fois, et on attendra jeudi dans lequel on aura les inscriptions au chômage et surtout le PMI service qui va être très important à surveiller, ainsi que l'indice PMI non manufacturier, juillet aussi, dans lequel on doit tenir les 50, on doit tenir idéalement les 52 et 53, et être au-dessus pour rester dans une tendance haussière au niveau de la macro, parce que ça va être compliqué, on voit qu'on est déjà au niveau du SP500 en train de former des choses qui sont pas forcément positives, dans lesquelles on a une divergence baissière. Alors oui, vous allez me dire, oui, ça fait longtemps quand même qu'on traite une divergence baissière, je suis d'accord avec vous, mais là, on a quand même une cassure, il va falloir attendre la cassure des 4531 pour se dire que oui, on pourrait avoir un retournement. Ça veut dire quelque chose qui fasse comme ça, on reteste et on s'enfonce. Là, on aura un signal avec un renforcement de la divergence ici baissière. On se dira que oui, on a un setup de reversal pour une respiration dans lequel on ira, à mon avis, retester les 4300, 4400. Plus bas, ça risque d'être compliqué, ou alors peut-être aller retester 4200, mais on est quand même très très loin. Pour moi, ma target sera 4300, 4400. Cette petite box, même 4350 et 4400, qui sera pour moi la petite box ici, dans laquelle on ira potentiellement finir notre neutralité au niveau du SP500. Surtout quand on regarde l'US Oil. Ici, on dézoome un peu, on regarde des bougies qui sont en 6 mois pour vous montrer à quel point c'est quand même drastique, où depuis le début de ce semestre, donc depuis début juillet, on a ravalé le semestre précédent de chute, d'accord. Donc très grosse accélération haussière qu'on est en train de voir, très grosse accélération haussière qui va jouer énormément sur l'inflation. N'oubliez pas qu'on est dépendant de ça au niveau des marchés, dans lequel, si jamais on a une inflation qui repart à la hausse, ça veut dire qu'on n'est pas reparti pour une augmentation de la Fed, mais potentiellement 2, 3 pour maintenir cette inflation, surtout qu'on a une économie américaine qui tient, d'accord? Donc ça veut dire que ici, on sera bien techniquement dans une zone où on continuera à pousser à les retester plus haut. À savoir qu'on a cassé l'IMA 50 et l'IMA 100,
d'accord, pardon, l'EMA 50 et l'EMA 200, sur du long terme, donc sur du weekly, dans lequel, ici, bah, potentiellement, on pourra avoir un très beau retest qui se fasse pour aller accélérer à la hausse. Donc là, on n'a rien de bearish, on est en train de break, on a fait une clôture au-dessus, on va attendre ici, à la fin de cette semaine, si on clôture encore une fois au-dessus, bon, bah, voilà, on a acté le fait que potentiellement on aura un petit pullback, puis après on ira tâter un petit peu plus haut, on ira tâter les 94-95, hein, qui est un niveau important que l'on connaît déjà depuis un certain temps, qu'on surveille déjà depuis un certain temps. Il se trouve ici dans lequel, ce qui est une très très grosse résistance, et je pense qu'il nous rejettera, mais donc ça sous-entend qu'on va avoir un mois de juillet qui va être inflationniste, le mois d'août qui va être inflationniste, voire potentiellement le mois de septembre qui va être inflationniste. Je peux vous dire que ça va être très compliqué au niveau des USA d'assumer ça, ou en tout cas si on a une diminution de l'inflation, ça ne veut pas dire qu'on a une augmentation, mais en tout cas qu'on a une forme de plateau au niveau de l'inflation, donc ça veut dire qu'on va tenir une grosse inflation avec des taux très élevés. C'est pas la situation que les USA veuillent conserver, donc ça veut dire qu'on va appuyer très fortement sur l'économie américaine pour enfoncer en fait la consommation au niveau du pétrole. Ensuite, au niveau du BTC, on passe directement à une vue journalière dans laquelle on voit l'accélération baissière que l'on a eue, puis le ravalement en une seule et unique journée dans lequel on a eu un petit peu de volatilité enfin, et on est en train de retester quoi? On est en train de retester le support que l'on avait cassé ici pour faire, ici on le voit très très bien, potentiellement un retest bearish, ça va être très important, et on voit que on a l'EMA en daily qui nous accompagne hein, très fortement dans cette évolution, et si on regarde rapidement Ishimoku, vous allez voir que on a été rejeté par le Kumo, d'accord? On s'est enfoncé dans le Kumo, et on est ressorti ici à la hausse, donc on est plutôt cohérent. Là je pense qu'on pourrait remonter encore un petit peu pour aller retester ici les 30 200, mais quand on regarde, hop, on va faire ça, quand on regarde en horaire, on a aussi autre chose, hein, c'est que moi vraiment ce retest bearish, je prends un petit peu de recul, hein, là il est relativement marqué, c'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas consolidé au-dessus me gêne énormément. Si on avait eu cette accélération haussière, et ensuite on avait eu ici un retest pour repartir à la hausse, là je me dirais que c'est plutôt positif. Là on a plutôt une accélération haussière, retest, confirmation d'un rejet, on va avoir peut-être un retest comme ça, et là on aura un signal pour faire une continuité baissière, d'accord? Alors là-dessus, vous allez me dire pourquoi on a une accélération haussière. Personnellement, je pensais qu'on allait notamment ici faire un petit retest avant d'avoir la cassure. Quand j'ai vu la grosse bougie, je me suis dit, oula, on va aller beaucoup plus haut, et on était chercher un effet beaucoup plus haut, on était chercher les liquidités de toute cette zone-là, et là-dessus, je vous ai gardé justement les Kingfisher pour vous montrer, dans lequel on voit bien, donc ça c'est le Kingfisher d'hier, où on voit bien le mouvement actuel du prix, dans lequel on est allé bien chercher toute la partie haute, hein, on est allé vraiment liquider toute la partie haute structurelle qui était là, donc on est bien allé chercher toutes les liquidités effectives. Et quand on regarde maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a des petites liquidités qui sont aussi sur le rejet de cette résistance, qui est plutôt classique, mais par contre on a créé énormément de liquidités en longue, dans lesquelles les personnes ont acheté cette zone-là. Et ça se confirme aussi au niveau de l'open interest, on voit qu'on a bien eu ici une augmentation drastique des positions des top traders sur Binance, et là on voit bien que ça correspond à cette accélération haussière, donc ça sous-entend qu'on n'a pas eu de prise de profit, qu'on n'a pas eu de hedging, d'accord? Donc ça veut dire que ici, on a bien une augmentation de la taille de position liée au prix et non pas liée à tes achats, et on n'a pas de consolidation ou on n'a pas de chute, donc ça veut dire qu'on n'a pas eu de TP, et on n'a pas eu quoi? On n'a pas eu de hedging, donc c'est-à-dire une ouverture d'un short pour justement compenser les positions et le risque de chute. Et si on va même un petit peu plus loin, en fait le niveau que l'on a ici de position correspond à ce niveau de prix effectif des 30 400. Ça veut dire que les personnes ont acheté ici, les traders ont acheté directement ici, ont renforcé leur bail pour justement accompagner une hausse. Donc on est toujours dans cette dynamique où on a un flux qui est plutôt baissier, avec une trend qui est plutôt à une consolidation haussière, enfin une consolidation pardon baissière, justement avec une retest haussier. Par contre, le fait de voir ça me dit que ici il va falloir patienter. C'est-à-dire qu'il va falloir voir ici, comme je vous dis, ce retest, et là on aura un signal pour une confirmation. Par contre, si on voit qu'on repasse au-dessus et qu'on fait ça, là par contre on a une confirmation pour aller chercher plus haut, et donc une réintégration du range, et donc ça veut dire qu'on va rechercher des niveaux beaucoup plus hauts, et on ira chercher potentiellement un retest des 31 400. Donc là, c'est exactement ce que je vais attendre. Est-ce que oui ou non, j'ai mon rejet baissier pour avoir une continuité du flux baissier pour aller chercher ma target que j'ai à 28 000, soit justement c'est pas le cas, et donc à ce moment-là je casse aussi et je fais mon retest, là j'aurai un signal pour dire je cut
mon short, et donc à ce moment-là, je vais potentiellement me positionner en longue avec une accélération haussière, avec potentiellement un SL qui se trouvera en dessous de la structure, classiquement, donc structure court terme, pour accompagner ce flux de réintégration au niveau du range, et par contre, ça sous-entendrait que bah, là, on va s'ennuyer pendant un certain temps, parce que si on rentre dans le range, ça veut dire qu'on va refaire ça pendant encore longtemps, avec des retests sur les 31 000, et donc, après derrière, des retests sur les 30 000 dans la borne basse, habituel de ce range que l'on tient déjà depuis relativement longtemps, depuis mi-juillet, mi-juin pardon, jusqu'à mi-juillet, ce qui a été relativement long. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, et je terminerai même dessus, c'est que on a quand même une pattern qui se met en place assez régulièrement, hein, dans lequel on grind vers le bas, donc on a un mouvement baissier très faible, d'accord, qui va doucement, qui s'étale dans le temps, et ensuite on a une accélération haussière très forte en 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire même une journée maximum. Pareil, hop, on va avoir ici une diminution, et si on recule même un petit peu dans le temps, on va voir que, et on va même passer en daily, parce que je pense que c'est la meilleure façon de le voir, on voit très bien ici la diminution baissière qui prend énormément de temps, accélération haussière drastique, diminution haussière très faible, hein, donc on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça, et avoir une grosse augmentation, exactement comme on a pu avoir ici, comme on a pu avoir ici, et donc ça va prendre du temps, encore une fois, mais on n'est pas passé, et justement, comme d'habitude, on n'oublie pas que ça fait partie des biais qu'on travaille, justement, la gestion de la temporalité, la gestion de la patience, et comme d'habitude, plusieurs time frames, long terme, court terme, en fonction de ce que vous souhaitez faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur Kaspa que je vous ai effectuée, qui est mon avis sincère sur Kaspa et mon positionnement au niveau du prix, je vous mets la vidéo là, et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur Solana.